Alors, en tout premier lieu, je veux remercier l'équipe, le duo de choc, Dominique Bocondour et Éric Lemaire, qui ont mis en place à toute allure cette réunion, puisqu'on en a parlé. On en a parlé dans notre petit codir qu'on a ensemble tous les mardis. Donc, on en a parlé mardi dernier et voilà, on y est arrivé. Merci aussi à François de sa réactivité. Et puis, j'en profite pour vous dire aussi que Jean-Marc Silva, qui n'est pas encore là, nous rejoindra tout à l'heure vers 10 h parce qu'il est pris, chose étonnante, par un comité de crise là, qui est en pleine réunion avec France Montagne. On imagine pourquoi. Voilà. Bon, moi, je veux pas intervenir plus. Je vais être obligé de vous quitter parce qu'après, je vais exercer mes talents au sein du conseil d'administration du CRT Auvergne-Rhône-Alpes. Simplement, bon, pour cadrer un petit peu le thème, moi, je rappelle qu'on est effectivement dans une période assez anxiogène, que l'annonce de notre président, de Macron, l'autre soir, a sonné un peu comme un coup de massue, et je dirais, et là, ça n'engage que moi, comme un désaveu, malheureusement, un désaveu de tout le travail qui a été fait par les professionnels de la montagne. Alors, on l'a suivi, et je l'ai suivi personnellement, avec le préfet, France Montagne, les ESF, DSF, l'association des maires, etc. On était arrivé à l'établissement d'un protocole, à une 9e version, quelque chose de solide, de sérieux, de responsable, bien évidemment. On avait quelques garanties quand même, comme quoi cette démarche était pertinente, ce qui veut dire clairement qu'on avait espoir de pouvoir ouvrir dans de bonnes conditions, comprenons-nous bien, le bon étant tout à fait relatif, mais voilà, on avait… Moi, j'avais aussi des infos du côté d'ADN Tourisme qui laissaient penser que… Et puis voilà, boum. Alors bref, moi, je n'ai pas de jugement à avoir, ou du moins, je le garde pour moi. Néanmoins, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ce désaveu de ce travail nous pose question. Néanmoins, je pense que pour avoir échangé toute la journée d'hier avec certains, les choses ne sont pas totalement figées. Il se peut que, comme les églises qui vont peut-être passer de 30 à 80, voilà, il se peut que on revienne à des choses plus réalistes par rapport à l'engagement et les mesures que les uns et les autres ont prises en toute responsabilité, sachant sans compter qu'en plus, j'échangeais tout à l'heure ça avec Régine Desménuires, notre administratrice, sans compter qu'en plus, condamner entre guillemets la montagne à retarder son ouverture, c'est oublier qu'il n'y a pas quand même que la Savoie et la Haute-Savoie. Voilà. Alors, à ce sujet, on est bien pile dans le sujet de la communication. Je vous rappelle que ce besoin de communication, il va s'exercer vis-à-vis du marché, bien évidemment, globalement, mais aussi vis-à-vis de vos partenaires, de nos partenaires, avec un discours qu'il faut effectivement adapter. Alors, encore plus dans ces circonstances actuelles que d'une manière générale. Ce discours, et je pense que François, enfin je suis certain d'ailleurs que François va l'évoquer, ce discours doit être adapté, à la situation conjoncturelle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, dans cette situation qu'on a, mais il peut y en avoir d'autres, bien évidemment, et on en a connu d'autres. Elle doit être adaptée aussi aux attentes du récepteur, c'est-à-dire celui à qui on s'adresse, qui a une culture particulière, qui n'est pas forcément la nôtre. Et vous savez très bien que des fois, vous émettez un message, vous croyez avoir fait passer un message, mais malheureusement, le récepteur, il ne l'a pas entendu comme ça. Bon, bref, donc il faut savoir l'adapter. Là encore, je fais toute confiance à François pour nous apporter des éléments. Et évidemment, adapter aussi aux infos qu'on doit transmettre. Voilà. Juste à titre d'exemple, et avant de passer la parole à François, avant de passer la parole, à Dominique qui précisera quelques éléments techniques pour que la conférence se passe bien, je veux simplement prendre un exemple très simple. On a créé une cellule de crise au même titre que ce qu'on avait fait au moment du confinement avec nos partenaires de Haute-Savoie, donc la Fédération de Haute-Savoie, et aussi avec Savoie-Mont-Blanc. Et l'autre jour, et puis il a été associé Jean-Marc Silva. Et donc l'autre jour, c'est-à-dire la semaine dernière, il y a eu un petit branle-bas de combat dans notre réunion en disant attention, 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 comme quoi la communication c'est compliqué, parce que face aux éléments de communication, et je reprends un des éléments de langage de Jean-Marc Silva qui était donner l'envie de montagne. On avait démarré une campagne, ça roulait, ça fonçait. Malheureusement, toutes les demi-heures sur les chaînes d'infos, on apprenait qu'on était quand même des clusters numéro 1 du Covid. Donc, il y avait un choc en termes d'information qui fait que ça a conduit Savoie-Mont-Blanc, qui nous l'a dit en conseil d'administration, à mettre la pédale douce sur cette communication pour la reporter sur janvier, comme quoi ils ont malheureusement un peu le nez, et pour redémarrer à ce moment-là une campagne d'attractivité des territoires. Voilà, j'en ai assez dit. Je pense qu'on a cadré le sujet. On est tous d'accord sur cette période très compliquée. On est tous d'accord sur le fait que
la communication, ça ne s'improvise pas, que vous avez bien évidemment des compétences dans ce domaine. Hein, c'est quand même votre métier, c'est quand même un des métiers principaux des offices du tourisme que de communiquer. Mais voilà, donc aujourd'hui, on a 2 experts et à qui je m'empresse de passer la parole en vous souhaitant une excellente journée. Et Dominique, si tu veux avant tout nous préciser quelques éléments techniques. Oui, merci Eric. Bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas salués. Donc, nous allons passer cette première demi-heure avec François Voléger qui va nous apporter son expertise sur le sujet. Le support qu'il va présenter vous sera transmis après la réunion, donc ça vous évitera de prendre des notes au cours de cette visio. Et Jean-Marc Silva donc, nous rejoindra vers 10 heures pour apporter vraiment des éléments, j'ai envie de dire, plus de terrain. Donc, pendant la visio, je vous suggère de laisser vos micros fermés, sauf au moment où vous vous exprimez. Ça sera plus confortable pour tout le monde. Et vous, comme on est quand même assez nombreux, vous pouvez poser vos questions dans la partie conversée et on essaiera de les relayer au cours de la visio. Voilà, mais je passe la parole à François. Merci beaucoup. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de voir certains et de revoir certains. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté dans vos contrées. Le sujet du jour, je ne pensais pas qu'il serait aussi brûlant aujourd'hui, malheureusement. Quand on en a parlé avec Eric la semaine dernière, ça me faisait plaisir d'intervenir pour vous et sur un sujet qui me tient à cœur parce que je l'ai enseigné pendant très longtemps à l'université. Et malheureusement, comme tout dirigeant de destination, j'ai eu affaire à faire de la communication de crise et ça n'a jamais été simple. Et quand on rentre dans cette phase de crise, il faut savoir à quoi s'attendre. Malheureusement, on ne peut pas prendre à la légère cette partie-là de manière à pouvoir maîtriser aussi nos canaux et nos discours et en fin de compte la sortie aussi qu'il faut qu'on mène pour retrouver un état, on va dire, normal au milieu de tout ça. C'est malheureusement d'actualité. Je ne vais pas dire que ça se pressentait parce que la partie en dehors de la locution présidentielle qui arrive un petit peu comme un cheveu dans la soupe, la période actuelle elle remettait déjà en question des principes qui étaient érigés depuis 60 ans dans la montagne française, parce qu'on ne peut pas dire que le contexte sanitaire était en notre faveur. Le but du jeu, et je pense que vous étiez parti sur un aspect d'assurance ou de réassurance auprès de vos clients qui, depuis 9 mois, vivent dans un climat d'insécurité sanitaire qui est complexe et sur lequel vous aviez une phase de séduction qui était peut-être démultipliée par rapport à ce que vous viviez les saisons précédentes, que ce soit sur la saison d'été que vous avez eue ou la dernière saison d'hiver qui s'est malheureusement écourtée. C'est tout ce contexte-là qui fait qu'il se passait des choses et forcément la saison à venir en termes de communication allait forcément être compliquée. Par-dessus ça, on nous rajoute des nouveaux éléments qui ne sont encore moins en notre faveur, donc l'exercice devient de plus en plus complexe. Je vais démarrer le partage d'écran. Alors, j'ai beaucoup écrit, malheureusement, c'est ce que j'ai dit à Dominique. C'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de balayer le document assez rapidement et on vous le passe tout de suite après parce que ça ne sert à rien de faire du texte à texte et de vous relire tout ça. Vous pourrez le faire à tête reposée derrière sans aucun souci. Si tu permets juste une chose à ce sujet, comme on l'a dit hier, si les participants ont des questions auxquelles on n'aurait éventuellement pas répondu ou si la visio vous déclenche des sujets de préoccupation, des questions, n'hésitez pas à nous les faire remonter, hein, même après la visio, bien évidemment, et on y répondra dans le cadre du compte rendu qu'on fera. Hein. Voilà. Donc, si on parle des principes fondamentaux de la communication de crise, il y a énormément à dire. Il y a de nombreuses procédures qui existent déjà. Elles ont été établies dans d'autres secteurs que le tourisme et il est toujours bon de s'en accaparer. J'ai eu l'occasion de travailler avec des militaires, j'ai eu l'occasion de travailler avec des services de police, des services spécialisés de police qui, pour eux, la communication de crise, en tout cas la gestion de crise est leur métier. Et on redécouvre des aspects qui sont super intéressants à se dire que de séparer les pouvoirs peut amener une démultiplication en fin de compte dans la compréhension des messages qu'on peut porter derrière. On va en reparler un petit peu plus tard, mais il faut déjà partir sur une base en se disant que la communication de crise ne peut pas empêcher la médiatisation.
une bonne communication permet de limiter cette médiatisation et surtout de limiter son impact. Ne pas communiquer, à contrario, envoie un message extrêmement négatif et éviter le silence ou le fameux sans commentaire qui est une non-réponse, en fin de compte, amène aussi chez le récepteur que Eric nous parlait tout à l'heure, un doute ou en tout cas une autre affirmation que celle qu'on veut faire passer. Donc, soyez transparents, les faits existent, agissez et ayez une communication responsable au milieu de tout ça. La règle de base est si l'entreprise ne s'exprime pas sur la crise, ses raisons et ses conséquences, ce seront les autres qui le feront à sa place. Et lorsqu'une fausse information se diffuse, il est extrêmement difficile de la contrer. Puis l'idée, c'est sans doute de se dire, s'ils ne communiquent pas, s'ils ne veulent pas communiquer, c'est certainement qu'ils ont quelque chose à cacher et vraisemblablement, c'est sans doute nous qui avons raison. C'est ça, c'est ça. Et d'autant plus aujourd'hui, dans une société d'hypermédiatisation, dans un processus hyper rapide aussi, qui fait que l'information est devenue en fin de compte un produit de consommation courante, mais aussi un produit jetable. C'est-à-dire que la communication de la première heure ne sera pas forcément la communication de la deuxième heure. L'hypermédiatisation amène un pic qui, pour vous, est négatif. Donc, il faut y faire attention, même si l'attrait de la lumière peut être intéressant, il faut aussi faire très, très attention au contenu du discours qui peut être en votre défaveur. On en a parlé hier soir avec Jean-Marc pour préparer les interventions et je pense qu'il vous parlera du contenant et du contenu parce qu'aujourd'hui, c'est le cœur du message que France Montagne est en train de travailler. Donc, ça sera plus à voir avec lui tout à l'heure, puisque les éléments de langage d'hier soir ne sont plus forcément valables. Ils étaient en train de les modifier ce matin, justement, sur la réunion de crise. Alors, toujours dans les règles de base, soyez présent le plus vite possible sur le site de la crise. Un seul porte-parole, on va revenir dessus. Soyez aussi clair, franc et transparent que possible. Restez-en au fait, parlez uniquement de ce que vous savez et aucune spéculation. Empêchez la diffusion d'informations incomplètes ou contradictoires. Adaptez l'information aux personnes que vous adressez. Ne dites que la vérité, ni mensonge, ni omission. Considérez les groupes d'opposants éventuels comme des partenaires et non des ennemis. Expliquez les choses simplement et précisément. Assurez-vous de la cohérence entre ce que vous dites et ce qui est fait et évitez les contradictions. Cette slide résume à peu près l'ensemble du discours que j'aurai pour vous ce matin, c'est-à-dire que il faut avoir une certaine sérénité, un certain flegme dans cette communication de crise parce qu'il faut savoir la maîtriser. Il va falloir avoir une vision au milieu de tout ça pour pouvoir aborder la sortie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi dessus? Avoir un porte-parole unique sera aussi très important. Ils sont le contact privilégié des médias. Ils doivent être prêts et disponibles pour dialoguer avec eux. Par contre, le porte-parole ne peut pas être décisionnaire. Pourquoi il ne peut pas être décisionnaire? Parce qu'on va créer une cellule de crise qui va devoir prendre des décisions et si notre porte-parole est intégré à cette cellule-là, il sera mis en porte-à-faux. L'idée, c'est d'avoir une cellule de crise qui puisse travailler sereinement, qui fasse porter le message à son porte-parole et son porte-parole représente un ensemble de parties prenantes qui aura pris de sa responsabilité, en fin de compte, cette décision-là. Lui ne pourra pas être incriminé, ne faisant pas partie, en fin de compte, du groupe de décisionnaires. C'est ce qui se passe généralement on peut citer le RAID dans l'affaire, on peut citer les groupes spécialisés de police qui communiquent comme ça. Le FBI, très longtemps, a fonctionné comme ça. Beaucoup moins ces dernières années et ils commencent à faire des conférences de presse ce qui dérange quand même assez puisqu'ils ne sont plus organes d'enquête à ce moment-là et deviennent aussi communicants. Donc, c'est un souci qui est apparu ces derniers temps. Ce qu'il faut dire, je comprends votre point de vue, nous ferons notre possible pour répondre à vos questions, nous faisons notre possible pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec ce point de vue. Ça reste assez politiquement correct. Ce qu'il ne faut pas dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Attention aux questions pièges. Vous ne comprenez pas. Nous avons besoin de plus de temps. Un tel incident s'est déjà produit auparavant. On rentre dans une négation qui amène d'autres questions derrière. La première impression est la plus importante, mais attention aussi de donner la bonne information.
Il faut donc que vous ordonniez les sujets sur lesquels vous allez communiquer. En priorité, les personnes, parce qu'il y a un facteur émotionnel qui rentre en ligne de compte, que ce soit interne ou externe. Il se passe quelque chose dans vos rangs, comment c'est perçu à l'extérieur, quelle émotion est vécue dans vos rangs, quelle émotion est perçue à l'extérieur aussi, prenez en compte dans votre analyse. Les dommages matériels en deuxième, c'est des victimes aussi, c'est sûr. Il peut y avoir des victimes au travers des dommages matériels, pardon, mais gardez l'aspect humain comme prioritaire. En dernier, pertes financières, il faut les mesurer, il faut savoir aussi les chiffrer pour donner une information, mais elles ne sont que tertiaires par rapport, en fin de compte, aux personnes et aux dommages matériels qui peuvent être à prendre en compte dans votre analyse de communication. Être responsable de sa parole et de ses responsabilités aussi. Alors faites attention, il y a un aspect de responsabilité légale qui peut être perçu dans votre discours. Et celui-là, il va falloir bien le traiter. Si on élude l'aspect de responsabilité légale, ça serait comme nier un aspect très important qui pourrait aussi poser des questions et qui pourrait amener des conséquences, mesurer la responsabilité juridique que cela peut avoir, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais ça peut être aussi bénéfique de le sortir, tout comme ça peut être destructeur de ne pas le citer. C'est-à-dire que ça veut dire ne pas assumer ses propres responsabilités au milieu de tout ça. Donc, ça veut dire repositionner et savoir s'estimer au milieu de cette crise-là, où est-ce qu'on positionne les parties prenantes. La priorité, c'est aussi de parfaire un travail d'équipe. Ça nécessite des habitudes de travail qui se réfèrent à des process quasi automatiques qui englobent l'ensemble des parties prenantes. Ce n'est pas forcément qu'une structure qui fait face à la crise. Généralement, sur une destination touristique, il y a beaucoup plus de parties prenantes qu'une seule structure. Il faut les associer à ça et il faut aussi prendre des habitudes de travail pour pouvoir se référer à tout ça. Quand je parle de quasi automatique, l'automatisme vient par la répétition. Et cette répétition est importante de manière à pouvoir faire en sorte que toutes les parties prenantes puissent se retrouver dedans. Ne se découvre pas ce jour-là à se dire, tiens, on m'appelle autour de la table parce qu'une cellule de crise vient d'être montée. Il faut aussi savoir travailler autour de la table. Donc, faut pas, on est dans une ultra-rapidité qui nécessite des habitudes et ces habitudes-là, il faut les travailler. 9 fois sur 10, si vous les travaillez, cette crise-là, la crise que vous aurez travaillée, n'apparaîtra pas. Vous aurez un cas similaire, vous aurez un cas qui va s'en rapprocher, mais ce ne sera pas forcément celle sur laquelle vous serez préparé. Et généralement, ce ne sera pas celle sur laquelle vous serez préparé. Donc, faites attention à ça et dites-vous simplement qu'une fois sur place, vous n'aurez plus le temps de vous préparer. Alors, reposez-vous sur ce qui existe déjà et sur les méthodologies, sur les process que vous auriez déjà mis en œuvre avec vos équipes et avec les équipes des parties prenantes qui ont à travailler avec vous à ce moment-là. Préparez-vous, entraînez-vous, faites en sorte que vous puissiez avoir une analyse des risques qui soit forte. Plus on connaît ces zones de faiblesse, plus on peut les travailler. Quels sont les types de risques que vous pouvez rencontrer? Quels sont les avis et les opinions qui peuvent être émises sur ces fameux risques? Classez-les selon leur impact potentiel et leur probabilité d'occurrence aussi. Ça vous permettra, en fin de compte, d'avoir une analyse de risque très, très fine et de pouvoir appréhender ce qui peut se passer tout de suite après. Écrivez un manuel de crise qui va comprendre de base une présentation de la destination, des chiffres clés, des contacts clés aussi, qui soient internes pour vous ou externes si vous avez des contacts à donner. Ça peut être aussi des procédures d'alerte, ça peut être des critères de déclenchement, parce que à quelle mesure,
allons-nous déclencher une cellule de crise? Est-ce qu'elle est minime? Est-ce qu'elle est majeure? Qui est-ce qu'elle impacte? Quelle partie prenante prendre dedans? C'est ces critères qui vous le détermineront. Comment doit circuler l'information? Qui contacter aussi? Et ça nécessite de tenir à jour un cahier de contact qui va intégrer des acteurs externes comme la préfecture. Il y a des numéros à avoir, il y a des services préfectoraux à connaître. En plus, il y a un turnover en ce moment dans ces services-là qui est assez rapide. Donc, faites en sorte d'être à jour dans vos informations là-dessus. Faites aussi des fiches de reporting d'incidents qui vous permettront, dans ce manuel de communication de crise, de pouvoir vous appuyer aussi sur des archives. La dernière crise qui ressemble peut-être à la nouvelle, comment on l'a gérée, à quelle heure ça s'est passé, comment on a communiqué, quelle couverture on a eue, comment on a fini cette crise-là, quelles ont été les parties prenantes. Ça peut être aussi une inspiration pour cette nouvelle gestion de crise. Donc, n'hésitez pas aussi à archiver au travers de fiches de reporting tout ce que vous avez vécu aussi sur les crises précédentes. Utilisez les questions-réponses. Alors, ce n'est pas de manière basique, c'est-à-dire que questions-réponses comme un outil. Le question-réponse, comme son nom l'indique, c'est fournir des réponses aux questions les plus susceptibles d'être posées. C'est peut-être trivial de parler de ça, mais sauf que c'est un cahier qui est très important parce qu'il faut pouvoir appréhender l'ensemble des questions gênantes ou innocentes. Il n'existe qu'une seule réponse. Et il faut que cette réponse soit d'accord de tout le monde. Et ce cahier de questions-réponses, il doit servir l'ensemble des parties prenantes. On évite au travers de ça le sans commentaire et on maximise les réponses. Vouloir se censurer n'apportera qu'un risque de surmédiatisation. Éviter les fausses paroles ou les acronymes et rester sur les faits. Il n'y a rien de pire que de se retrouver sur une conférence de presse où on aura 10 à 20 acronymes par paragraphe, ce qui fait qu'on ne comprendra rien du tout au message. Il ne trouvera pas son récepteur. Donc, quand je vous dis rester sur les faits, c'est soyez serein et transparent sur la manière de communiquer et aller sur les faits et au plus juste avec une empathie qui vous permettra aussi de vous servir en fin de compte dans la passation du message. Et c'est beaucoup plus important que des aspects techniques ou des aspects de négation qui seront beaucoup plus compliqués. L'argumentaire, c'est aussi un outil clair qui doit guider les parties prenantes facilement une fois la prise de parole faite. Il doit servir à la suite, c'est-à-dire que l'argumentaire est par exemple pour les journalistes, un outil sur lequel ils vont s'appuyer à la rédaction d'articles, à la rédaction de reportages, sur lequel c'est le moment d'après en fin de compte. Donc, il est très important qu'ils correspondent aussi aux faits qui ont été vécus et qu'ils puissent être un appui sur l'écriture en profondeur en fin de compte des contenus. Jean-Marc vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure dans des faits concrets. L'efficacité de la communication de crise provient de sa rapidité, la rapidité de mise en œuvre. Ça signifie deux choses. Accepter de sortir d'une phase normale, entre guillemets normale, pour une période donnée sur laquelle vous n'aurez jamais la durée. La crise peut durer 2 heures, elle peut durer 2 jours, elle peut durer 2 semaines. Elle peut durer bien plus aussi. C'est aussi des intervenants clés associés à la crise qui ont les moyens et qui ont l'autorité d'agir en l'absence de contact avec leur hiérarchie. Si on crée une cellule de crise, il faut qu'elle puisse être maître de ses décisions de A à Z. C'est-à-dire que s'il y a une coupure de communication dans les échelles hiérarchiques, il faut que cette cellule puisse quand même prendre des décisions. Il n'y aura rien de pire que de se dire il faut attendre qu'un tel revienne pour qu'on puisse le décider. La rapidité est un élément clé à la situation de crise. Le but est de limiter l'impact de la crise. Donc, la chaîne de décision doit être extrêmement courte et séparée de la communication, ce que je vous disais tout à l'heure, la cellule de crise n'est pas la cellule de communication, afin de préserver l'image de la destination.
Donc, simulez des crises, entraînez-vous. Vos agences de presse, généralement, savent faire du média training, donc utilisez-les aussi à cet effet-là. Je reviendrai tout de suite après sur le média training. Choisissez un porte-parole. Et dans ce choix de porte-parole, qui est un exercice qui est très complexe, ayez un porte-parole qui soit volontaire. C'est le rôle le plus exposé qu'il y aura. Gardez-le hors des chaînes de décision de manière à le préserver. Je me répète, mais c'est super important parce qu'il va vous représenter à l'extérieur tout le temps de cette crise-là. Et une fois la crise installée, elle ne va pas s'effacer. Elle ne va pas s'effacer. Il y aura des dates clés, il y aura des anniversaires tous les mois, toutes les années, toutes les dizaines d'années. On vous rappellera ces crises-là. Chacun a en tête, chacun a un souvenir sur justement, on ne va pas dire un anniversaire, j'aime pas le citer comme ça, mais c'est qui va se remémorer. Le 4 mars 2012, il s'est passé ça ici. Et on pourra y revenir. Hier soir, on a parlé avec Jean-Marc, je fais une petite parenthèse, mais on a reparlé de l'accident de Michael Schumacher à Méribel et la manière dont ça a été géré par Christophe à l'époque. Qui avait été une secousse dans la montagne qui était faramineuse. Et si je me souviens bien, ça s'est passé un 26 décembre. Sylvain pourra peut-être s'en souvenir mieux que moi. Nous, on avait eu un souci le même jour sur Saint-François. La déroute des journalistes ce jour-là vers Méribel avait été juste hallucinante. Et la rapidité avec laquelle Méribel a justifié du fait qu'il était hors piste a fait aussi que l'image a pu être préservée derrière. Et il y en a des dizaines et des centaines. Régine pourrait vous en parler aussi sur les Ménuires. Je pense que chaque dirigeant aura ses souvenirs sur la crise qu'il aura vécue ou les crises qu'il aura vécues et modifiera en fin de compte sa manière de faire et sa stratégie, peut-être consciemment ou inconsciemment, par rapport à ce qu'il va vivre aussi sur le terrain. Donc, pensez aussi qu'il y a ces dates clés et qu'il ne faut pas les subir, il ne faut pas en jouer non plus, mais il faut simplement être conscient qu'elles existent et qu'à un moment donné, ça vous ressortira et qu'il faudra faire avec. Enfin. Donc, je vous ai dit que je reviendrai sur les médias training. Donc, c'est une manière d'identifier les attentes des journalistes, de comprendre le fonctionnement de la presse, d'appréhender les enjeux de communication, de comprendre les impacts des mots et des gestes sur le public. Et c'est très important que vous puissiez utiliser ces médias training. On le fait sur les sportifs de haut niveau pour éviter qu'ils disent trop de bêtises à la télévision parce qu'ils sont surexposés. C'est de même pour les destinations, c'est-à-dire que votre porte-parole, si vous avez un porte-parole qui va rester constant, qui souhaitera faire ce rôle sur plusieurs crises, n'hésitez pas à l'entraîner de manière assez récursive, de manière à ce qu'il puisse en fin de compte profiter de ça aussi et qu'il se sente à l'aise dans son rôle à ce moment-là. Sachez aussi que lors d'une crise, à un moment donné, il faut la fermer de manière officielle. Laissez la tension passer afin de retrouver officiellement un état normal, passer à autre chose derrière, mais pour cela, il faut que ce soit ni trop tôt ni trop tard. Mais c'est surtout, il faut le faire. Il faut déclarer que l'incident est derrière nous de manière à ce qu'on puisse aussi passer à autre chose pour les équipes internes et aussi en externe à se dire le nouveau sujet devrait être celui-ci désormais. Et à toute crise, une gestion nouvelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque dirigeant, en fin de compte, va, de par l'apport d'expérience au travers des différentes crises, gérer différemment sa structure. On est dans une phase où les crises sont de plus en plus nombreuses, on ne va pas se le cacher, elles sont de plus en plus diversifiées, on sera de plus en plus attaqué aussi sur les destinations touristiques. On a l'impression que le tourisme devient, en fin de compte, une affaire un petit peu bizarre dans le monde, entre écotourisme, entre bilan carbone, entre changement climatique. Les coupables peuvent être les transports, etc., etc. Ça devient de plus en plus compliqué aussi. Et de se dire que partir en vacances, aujourd'hui, il y a un aspect de culpabilité chez le client qui peut apparaître, qui peut être
à maîtriser aussi dans vos éléments de communication. Cette nouvelle gestion vous apportera, en fin de compte, une nouvelle manière aussi de coordonner les communications de crise suivantes et vos interventions publiques aussi. Donc, n'hésitez pas à capitaliser dessus aussi dans vos expériences et à remettre en question, pas forcément vos stratégies générales, mais en tout cas vos stratégies de communication en disant attention, ça peut aussi faire partie des risques. Donc, en résumé, les erreurs à éviter, le manque ou le refus de formation, la fuite des responsabilités, la recherche de la facilité, la transparence ou non sont des éléments à prendre en compte. Et il y a un élément, avec Dominique, on en a parlé hier au téléphone, comment on aborde cette phase sanitaire de Covid. Je ne voulais pas l'évoquer dès le départ, je voulais revenir sur des principes fondamentaux. Dans ma discussion avec Jean-Marc hier soir, on a convenu aussi qu'on resterait sur cette ligne-là parce que je pense que Jean-Marc vous apportera des faits beaucoup plus concrets dans quelques instants. Aujourd'hui, cette phase sanitaire, j'ai démarré par ça, je vais finir par ça aussi, c'est une crise mondiale qui pourtant a des gestions locales. Et moi, je trouve ça très étonnant, c'est-à-dire que tout le monde est impacté, la grande majorité du monde, puisque aujourd'hui, moi, je travaille pour des destinations qui ont décidé de se fermer sur elles-mêmes et de ne réouvrir qu'en juillet 2021. Ils vivent très bien et ils me disent, en fin de compte, ce qui est bizarre, c'est de vous voir gérer cette crise-là, mais de le voir de l'extérieur. Alors, certains sont envieux en se disant, j'aimerais bien être dans le bain. D'autres disent, on ne comprend pas ce que vous faites. Donc, cette crise mondiale, en fin de compte, a que des gestions locales et aujourd'hui, la coordination locale a du mal à se mettre en place. Et c'est peut-être un défaut de cette crise-là et c'est aussi un manque de prise de recul qui fait qu'on pourrait être plus nombreux à s'occuper et de généraliser une manière de faire qui aujourd'hui est un petit peu isolée. Beaucoup trop d'interlocuteurs veulent s'exprimer. On l'a vu aussi hier après les annonces présidentielles et chacun en sortait son petit communiqué, donc plus ou moins, avec un certain manque d'éléments de langage similaires. Je veux bien qu'on soit dans une société d'hypercommunication, mais de là quand même à manquer d'une voix commune sur un sujet qui est très, très, très glissant, on va dire, et c'est sans jeu de mots. Pour moi, il manque une unité derrière tout ça, c'est-à-dire que communiquer à tout va, c'est bien, rentrer dans la lumière, c'est bien, mais on peut très, très vite se brûler aussi, et qu'il faut un certain recul pour pouvoir aussi élaborer un communiqué qui soit efficace et qui en trouve encore une fois son récepteur. Je ne suis pas sûr que les communiqués d'hier aient vraiment trouvé des récepteurs. Ils ont trouvé à alimenter, à iriser des chaînes d'infos peut-être, mais sachons utiliser la sagesse et prendre un petit peu de recul sur la situation avant de s'exprimer. C'est un peu ce qui me dérange ces derniers temps sur la communication sanitaire. Je voulais reprendre avec vous deux exemples rapidement. Le premier, c'est que je voulais vous reparler d'Ischgl. Alors, j'ai refait la chronologie de ce qui s'est passé le 5 mars dernier à Ischgl, qui a été un cluster en Autriche. Donc, si on reprend la chronologie des faits chez eux, le 5 mars, l'Islande avertit l'Autriche que 14 touristes au voyage retour sont infectés. Et des communiqués sortent, des communiqués internes sortent auprès de la presse avec une question à se dire, mais n'ont-ils pas été contaminés lors du voyage retour? Suivi d'une phrase d'un représentant fédéral qui dira, avec cet élément-là, on sortira Ischgl de la ligne de mire. C'est un peu dérangeant. Tout continue à la normale. Les après-ski autrichiens continuent à tourner tous les jours, tous les soirs. 2 jours après, le 7 mars, un serveur de bar est testé positif, mais tout continue. Le 8 mars, réunion de crise sanitaire à Ischgl avec l'ensemble des parties prenantes. Des communications différentes entre les autorités sanitaires et l'État du Tyrol. Et le bar ne fermera que le 10 mars, après que l'ensemble du personnel soit déclaré positif. On est 5 jours après la première alerte. 8 jours après, l'État du Tyrol déclare un confinement local sur la station. Ils ont 1 heure pour évacuer touristes, saisonniers, travailleurs
permanent. Ischgl évacue en 1 heure. 6000 touristes de 45 pays affirment avoir été contaminés dans le Tyrol dans ces 8 jours-là. Pourquoi on a focalisé Ischgl? Parce qu'il y a une gestion de la crise qui a été très, très complexe. On va pas dire qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités, on va dire qu'ils n'ont pas pris la mesure, en fin de compte, de l'importance de ce qui leur est arrivé. C'est l'exemple qui ressortira dans la saison. C'est l'exemple qui sera… on essaiera de faire un parallèle avec tout ce qui pourra vous arriver cet hiver. Que les remontées redémarrent, que les remontées ne redémarrent pas. Dans tous les cas, on va chercher cette référence-là. Deuxième référence, en Suisse, juste avant le confinement, ils l'ont eu à peu près en même date que nous, la station de Verbier a été incriminée dans la presse au travers de fausses rumeurs en disant que Verbier était un très fort cluster et qui faisait n'importe quoi. Les dirigeants ont dû justifier pendant 1 semaine dans la presse qu'ils n'avaient que très peu de cas et très très loin de ce que la rumeur disait. Mais ils ont dû revenir 2 fois devant la presse pour justifier qu'il ne se passait rien d'extraordinaire chez eux. Parce qu'il fallait aussi profiter, en fin de compte, que les remontées suisses tournaient à bloc et qu'il fallait un petit peu leur casser les pattes. Donc, les fausses rumeurs ont fait leur effet à ce moment-là. Donc, attention à la manière de communiquer. Utilisez vos expériences aussi en crise, donc ce que vous avez vécu au travers d'avalanches, au travers de décès skieurs, au travers d'accidents qu'il y a pu y avoir. Dans tous les cas, ce n'est pas un message positif que je vous fais, mais la presse ne va pas être tendre avec vous cet hiver. Donc, préparez-vous, c'est essentiel pour la suite des choses. Je finis sur une note un petit peu plus littéraire, on va dire. Henry Kissinger, qui a été prix Nobel en 73 et on aime ou on n'aime pas le personnage, mais qui a été très longtemps conseiller à la sécurité nationale, avait dit il ne peut pas y avoir de crise la semaine prochaine, mon agenda est déjà plein. Et j'ai terminé là-dessus, Dominique. Oui, François, je vais récupérer Jean-Marc là qui va arriver dans 1 minute. Il faut que je retransmère le lien de la réunion. En attendant, mais je vous propose de poser quelques questions à François. Bien sûr. François, on peut peut-être quitter le partage d'écran. Voilà. Et voilà, je vous laisse réactiver vos micros pour ceux qui veulent poser quelques questions à François pendant que je renvoie le mail d'accès à Jean-Marc. Si vous n'avez pas de questions, dites-moi comment vous allez. François, vous m'entendez? Oui, Régine. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question évidente. Quel serait votre conseil un petit peu plus précis aux professionnels de la montagne aujourd'hui par rapport à ce qui vient de se passer là au cours des 3 derniers jours? Adopter une posture commune, ça va être essentiel. Ça me semble évident, oui. Et c'est la puissance que la montagne peut avoir. Aujourd'hui, je vois des discours qui parlent des montagnards, qui font appel à l'appel de la montagne. Ça n'aura aucun impact sur des médias parisiens, très parisiens en tout cas. Par contre, la force, c'est d'avoir des éléments de langage qui soient communs, qui soient percutants et que chacun puisse reprendre. C'est-à-dire que si l'ensemble que l'on est aujourd'hui, Dominique m'a dit qu'on était une quarantaine, si les 40 utilisent les mêmes mots, ont le même discours auprès d'une presse qui cherchera forcément une faiblesse quelque part, la faiblesse, ils ne la trouveront pas. Et ça passe, ces éléments de langage, ils passent par de l'entraînement, ils passent par de la cohésion, ils passent par resserrer les rangs aussi pour avoir un même but, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence entre les stations, entre les destinations du sud-est de la France. Je généralise la montagne, même si aujourd'hui on est dans une réunion Savoie. Je le vis aussi dans les Alpes du Sud. Ils ont le même discours que vous et cette cohésion, il faut qu'elle soit sur l'ensemble d'une montagne française qui disent il n'y a aucun risque. En tout cas, on a fait tout ce qu'on a pu pour limiter les risques aujourd'hui. Ce n'est pas logique que l'on ne puisse pas user de nos outils économiques. À nous d'être meilleurs encore demain.
Mais sachez que la montagne n'est pas fermée. Et moi, ce qui me dérange dans le discours d'avant-hier, c'est de se dire les stations vont fermer. Les stations, c'est un fait qui n'existe pas en France. Les destinations touristiques existent, elles sont ouvertes parce que vos sociopros seront ouverts, vos commerces seront ouverts, vos mairies, vos offices seront ouverts. Ce qui ne va pas ouvrir à ce jour, c'est les remontées mécaniques. Si on fait un parallèle, il y a eu des années où on a démarré sans remontée mécanique. On l'a vécu il y a encore 3 ans, il me semble que c'est 3 ans, où on a eu un Noël sans neige. Donc, c'est-à-dire qu'on sait vivre de cette expérience-là, on sait communiquer de cette expérience-là, sauf qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous interdit de démarrer ça. Donc, il faut prendre du recul et il faut avoir cette cohésion qui fasse qu'on puisse avoir cette voie unique. Alors, on vient de récupérer, pardon Régine, on vient de récupérer Jean-Marc Silva. On l'a vu, on l'a vu. Voilà, qu'on remercie d'arriver sur les chapeaux de roue. Bonjour Jean-Marc. Voilà. Bonjour à tous. Excusez-moi, hein, je viens de clôturer un conseil d'administration de crise, bien sûr, à France Montagne. Et voilà, mais on a fait en sorte, j'espère d'être synchro. François, je te laisse continuer, excuse-moi. Non, c'était juste, voilà, ça va dans ton sens et je sais que tu vas apporter des éléments qui vont être très importants dans les heures à venir. Il y a une réunion, enfin, il y a une conférence de presse et vous avez raison, Marion, on ne sait pas encore pour les domaines et qu'il ne faut pas non plus généraliser ou créer des fêtes trop tôt. J'espère que ça a répondu à ta question, Régine. En partie, pas complètement, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, la cohésion de la parole, et on entend quand même quelques voix dissidentes, mais communiquer sur la destination montagne sans les remontées mécaniques dans les grandes stations de Tarentaise, par exemple, et sur l'ouverture des commerces, c'est compliqué parce qu'on sait que si les remontées mécaniques n'ouvrent pas, il y a beaucoup d'autres choses qui n'ouvriront pas non plus. Bien sûr. Bien sûr. C'est un langage qui est plus facile et tant mieux quelque part pour les stations de moyenne altitude. Tant mieux pour elles. Après, si on se met du point de vue client, il faut regarder comment va réagir le résident secondaire. C'est-à-dire que lui, il a un bien, lui, il a un affect au territoire sur lequel il a ce bien-là. Est-ce qu'il est prêt à venir et justement à soutenir une économie locale? Mais ce n'est pas dans le soutien humanitaire, hein, c'est dans le soutien. Il veut quand même passer un instant à la montagne de manière à pouvoir respirer, à pouvoir se reposer, à pouvoir contempler. On a souvent parlé de contemplation. Et je pense qu'analyser son client le plus facile, donc c'est le résident secondaire, à se dire comment on va être mangé en fin de compte dans les semaines à venir. C'est-à-dire, oui, on n'aura peut-être pas ou on aura peut-être les remontées mécaniques. Si on ne les a pas, est-ce qu'on a des clients ou est-ce qu'on n'en a pas? Et effectivement, dans les grandes stations de Tarentaise, c'est très, très lié aussi à l'économie des remontées. Jean-Marc, j'ai dépeint le plus triste. J'espère que tu arrives avec des bonnes nouvelles. Bien sûr, c'est notre ADN. Hein. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi de vous voir si nombreux. Merci au T73 pour cette bonne initiative. C'est presque de l'anticipation ou de la vision, hein, de lancer une communication de crise, de la programmer et voir la crise dans laquelle nous sommes. On ne peut pas être plus synchro, même si on aurait préféré traiter un autre sujet, mais en tout cas, c'est notre raison d'être. Dans des situations comme ça, on se doit évidemment d'être très réactif et surtout de communiquer. Donc voilà, donc ça tombe à point nommé. Je suis désolé, hein, François et vous tous, de ne pas avoir pu assister à la présentation de François, mais je pense qu'elle est très importante devant ce large public avec des expériences diverses, hein, tant par votre expertise que par les territoires que vous représentez. Mais toujours est-il que la communication de crise fait que nous avons des devoirs en termes de communication et auxquels on se doit d'être bon. On a des obligations de résultat dans ces cas-là et je sais que c'est pas facile.
Donc, tout mon soutien à vous toutes et à vous tous. On vit un peu, beaucoup, une période de turbulence, mais c'est vrai que notre expérience, si on peut la partager, voilà, on n'est pas des sachants, hein, il n'y en a pas, mais c'est plutôt des partages d'expérience qu'on peut vous donner. Et tout ce qu'on peut transmettre aux plus jeunes, ben, c'est ça, d'économiser pour vous. Je crois que c'est là le rôle aussi de ces échanges. Hein. On a, je vois quelques-uns de mes anciens collègues, hein, de longue route. Voilà, on en a vécu d'autres, on en vivra d'autres, mais je crois que c'est important de partager tout ça ensemble pour vous dire que dans ces situations-là, on arrive toujours à s'en sortir à partir du moment où on est organisé et on est bien orchestré. Alors, combien de temps, Dominique, m'accordes-tu par rapport au timing que vous avez? Ça serait bien en une vingtaine de minutes. Et Ça comme va ça, pour ça nous permet de laisser un petit temps de questions-réponses. C'est plus qu'il nous en faut. Très bien. Bon, bah, très Ça bien. vous convient, hein, parfait. Merci encore pour ce temps de parole. Je mets mon chronomètre. Parfait. On vient de faire notre conseil d'administration France Montagne, qui était important. Et je trouve que ça me permet de venir avec vous avec des éléments pour ce matin concrets. Donc, on parlera après de généralité par rapport aux éléments de langage, mais là, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, depuis l'allocation du président de la République, ça a été stupéfaction et incompréhension. Je crois que c'est vraiment les deux mots, hein, les stupéfaction et incompréhension. Hier, nos institutionnels, nos présidents de syndicats, des professionnels de la montagne ont pris la parole parce que les médias, effectivement, n'ont pas attendu, hein, et tout de suite vous ont interrogé. C'est pour ça qu'il nous paraissait important de parler d'éléments de langage ce matin, et notamment en situation de crise. Ce que je peux vous dire par rapport à la situation actuelle, il va falloir éclaircir certains sujets, notamment qu'est-ce qu'une station de ski? On ne peut pas annoncer, on ne peut pas dire qu'une station de ski est fermée. Une station de ski est une association de services sous la responsabilité du maire, et ensuite on peut effectivement fermer des services. C'est le cas aujourd'hui, la question est posée par rapport aux remontées mécaniques, la question a déjà été posée et entendue par rapport aux bars et aux restaurants. Donc aujourd'hui, ce que l'on attend du Premier ministre, peut-être à 11 heures, une clarification sur les services que nous pourrons offrir à nos clients. Ça, c'est important. Indépendamment du fait ski ou pas ski, ça c'est un autre sujet, mais à partir du moment où voilà, les remontées mécaniques peuvent peut-être être fermées, on n'espère pas. Il y a encore une fenêtre de tir, hein. On a bien vu que c'était un ressenti, une volonté du président, mais ce n'était pas arrêté. Donc, vous avez bien vu que toute la profession se met en action pour tenter d'infléchir cette décision, alors qu'elle n'était pas prévue aussi vite, hein, puisque lundi, 7 ministres autour du Premier ministre nous annoncent une période de réflexion avec une décision dans les 10 jours, et le lendemain, le président de la République, effectivement, qui a fait cette annonce. Donc, voilà, il y a une tribune aujourd'hui qui est sortie dans la presse qui s'appelle hashtag cet hiver je skie. Monsieur le Président, il faut ouvrir les stations de ski. Donc, dans le Figaro et dans le Dauphiné, et ça va être relayé dans toute la presse. Donc, le premier message va être de dire qu'est-ce qu'une station de ski. Je pense qu'il ne faut pas mélanger station de ski et service. Deuxième sujet, une fois qu'on en saura un petit peu plus sur qui peut faire quoi, effectivement, se pose la question de la communication. On a vu avec quand même, je vais bien utiliser le bon terme, mais avec stupéfaction hier soir dans les journaux télévisés, que certains massifs de
touristiques français commencent à lorgner sur notre clientèle. La Bretagne commence à faire semble vouloir faire du recrutement. Les Suisses également. C'est le cas aujourd'hui en Andorre et en Espagne. L'Autriche, on ne sait pas. Pour l'instant, il y a une forte pression pour que l'Autriche ferme ses domaines skiables de la part de l'Allemagne. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un flou depuis cette annonce du président sur la clientèle de la montagne, puisque traditionnellement, en hiver, il n'y a en général que la montagne, globalement, qui est organisée pour accueillir autant de clientèle. Sachant qu'il y a eu cette annonce-là, faisons attention de ne pas nous faire, entre guillemets, voler notre clientèle, que nous avons mis des années à fidéliser sur ce rendez-vous de Noël et du jour de l'an. Donc, au-delà, Régine, effectivement cette remarque en disant une station sans ski, à quoi ça ressemble, mais attention de ne pas non plus jouer, de fermer les volets et de montrer des territoires fermés, parce que ça pourrait aussi être dangereux pour l'avenir. Donc peut-être qu'on a vu Savoie-Mont-Blanc communiquer hier, effectivement, sur une montagne avec ou sans remontée mécanique, voilà, avec ou sans bars et restaurants. Mais il nous semble important de maintenir la pression auprès du grand public et de continuer à planter la graine de la montagne. Nous avons imaginé ce matin en conseil d'administration, alors que ce n'était pas prévu, mais peut-être lancer une campagne de communication sur le mois de décembre pour rappeler que Noël, c'est la montagne. Voilà. On a connu, malheureusement, malgré nous, des vacances de Noël et jour de l'an sans ski, parce que la neige n'était pas au rendez-vous. Voilà. Mais il y avait aussi les bars et les restaurants, évidemment. Ce n'est pas tout à fait le même contexte, mais il y a aussi un besoin d'évasion des Français après ce confinement. Et il y a une incompréhension totale en comment on peut aller en Bretagne, comment on peut aller au bord de la mer aujourd'hui, alors qu'on dit qu'il ne faut pas aller à la montagne. Voilà, ça c'est quand même et que les gens les migrations vont quand même se faire pour les fêtes de Noël et du jour de l'an. Jean-Marc, on a Vanessa Perret qui pose une question, c'est quid de la sécurisation de la montagne pour les autres activités sans les services des pistes? Oui, alors ça c'est effectivement une des bonnes questions. Alors, dans les éléments de langage qu'on va adresser à tout le monde, je crois que c'était urgent de prendre le temps de la réflexion avant de vous donner ces éléments. 94% des accidents sont gérés en montagne, en temps normal, par les pisteurs secouristes, par les médecins de montagne, et seuls 6% des cas descendent dans les vallées vers les hôpitaux. Donc ça déjà, c'est un élément de langage qu'on va vous donner parce que c'est souvent une question des journalistes. Vous voulez ouvrir les stations, mais vous allez encombrer les hôpitaux. Donc il y a quand même une grosse partie qui est gérée sur place. Et effectivement, si on n'a pas les services des pistes opérationnels, aux premières sorties en ski de rando ou en ski de fond, ça peut être vite compliqué. Donc c'est un élément à prendre en compte. Les élus sont mobilisés aussi sur ce sujet parce qu'il y a l'équation économique aussi à prendre en compte. Si on ouvre nos stations, il y a des coûts, bien sûr, en face. Vous êtes tous directement concernés. Et il y a des coûts, mais il n'y aura peut-être pas les recettes. Parce qu'effectivement, voilà. Donc, quid de ce sujet, c'est en débat. Aujourd'hui, je pense qu'il y a cette fenêtre de tir jusqu'à début décembre où tout est encore possible. En tout cas, vous avez bien vu que tout le monde se mobilise fortement pour faire infléchir une décision gouvernementale. Ça, c'est la posture, effectivement, de tous les acteurs. Et puis, il y a vous qui êtes en première ligne avec les médias, comment, effectivement, répondre à toutes ces questions. Donc, je pense qu'il y a deux sujets. D'un côté, l'aspect lobbying politique, il est en route, syndicats professionnels, et nous, en termes de tourisme, on a ce discours à avoir vis-à-vis des clients.
Et je crois qu'il faut vraiment avoir deux cerveaux et vraiment les séparer. Le risque, ce serait de montrer, d'oublier un petit peu le client au profit des problématiques et que le client se dit, oh, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont pas clairs et moi, je vais aller voir ailleurs. Donc, notre discours vis-à-vis de la clientèle, elle se doit d'être toujours bienveillante, hein, toujours rassurante, quelles que soient les conditions. Là, on vit une crise et c'est vrai qu'on peut être déçu, on peut être énervé, on peut être fataliste, défaitiste. Non. À partir du moment où on a des clients, si nous, on n'y croit plus, c'est même plus à peine hein, de faire ce métier. Donc, si on est tous là, c'est qu'on y croit. On se doit d'être positif. Hein, c'est des mots durs, mais qu'on se doit d'assumer dans ces périodes de difficulté. Et, excusez-moi, je fais patienter une ligne. On a un discours, on a une responsabilité vis-à-vis de nos clients qu'on a mis effectivement des années à fidéliser. On espère bien cet hiver, si je reprends la campagne de Savoie-Mont-Blanc, hein, l'hiver des possibles, ça veut tout dire, accueillir encore de nouvelles clientèles. Quand? Ça, on va le savoir rapidement. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment les éléments de langage. Donc, je parlerai du fond et de la forme. On va commencer par la forme. Regardez bien, et vous êtes tous en benchmark hein, en ce moment, tout ce qui se passe dans les interviews sur les sujets. J'ai encore vu hier soir sur 2 médias importants des porte-paroles qui ne savaient pas mettre leur masque. Commençons par ça. C'est-à-dire que soyons exemplaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous prenons la parole, soit on ne met pas de masque parce qu'il y a un secteur, un périmètre qui nous le permet, et si nous mettons le masque, mettons-le comme on doit le mettre. C'est-à-dire que, parce que l'image, ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut dire, vous pouvez venir dans nos stations, on a tout cadré au niveau sanitaire, mais si la personne qui le dit a le nez qui dépasse du masque ou le baisse pour parler, on ne peut pas être crédible. Donc là, on a une auto-responsabilité. Je m'adresse vous êtes tous des professionnels. Malheureusement, ça existe. Donc, corrigeons-nous les uns les autres. C'est vrai que par rapport, quand il y a une caméra, et selon la taille de la caméra, c'est-à-dire à l'audience qu'il y a derrière cette caméra, on peut vite être impressionné ou perdre un petit peu ses repères. Non. Le meilleur moyen, c'est de se faire accompagner. Si vous avez une prise de parole, demandez toujours à vos collègues, vos collaborateurs de venir avec vous. Non, ils ne perdront pas leur temps parce que c'est eux qui verront si vous avez le masque de travers. C'est eux qui verront si votre veste elle est mise de travers ou enfin, si derrière vous, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Hein. C'est vrai, là, on est sur la forme, et c'est très important. Orienter toujours les caméras vers ce qu'on a envie de montrer. Un journaliste, lui, il prend pas le temps forcément de ce cadrage. Il peut vous interviewer devant un local poubelle. Hein, pour certains, ça ne les dérangera pas. Et puis derrière vous, il y a les plus belles montagnes du monde. Donc, il y a vraiment cette mise en scène et le ton doit être, on vit une période de crise. Alors, on ne peut pas être joyeux, évidemment. Je pense qu'il faut qu'on montre qu'on soit proactif, qu'on soit volontariste, qu'on soit engagé et forcément optimiste. C'est un petit peu notre ADN et malgré la difficulté, montrer effectivement qu'on va s'en sortir. Est-ce qu'il y a des questions sur la forme? N'hésitez pas, hein, on est là pour en parler. Et en aucun cas être donneur de leçons. Hein. Moi, je ne suis pas professeur. J'ai simplement, voilà, peut-être, avec certains d'entre vous, un peu plus d'expérience. Et cette expérience, on a envie de la partager avec vous dans ces moments difficiles. Je regarde s'il y a des questions. Ou Dominique, si tu vois des… Donc, est-ce qu'il y a sur la forme, pas de questions. Donc, voilà, je pense que vous êtes tous rompus à ça, hein, mais vraiment mon conseil, c'est faites-vous aider, faites-vous assister. C'est pas grave d'être
d'être plusieurs sur des interviews parce que c'est vraiment intéressant. Votre collègue verra ce que vous ne verrez pas. Deuxième recommandation, toujours sur la forme. Alors je ne sais pas s'il y a pas de journalistes autour de invités aujourd'hui, Dominique. Non, 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 tu peux y aller. On est entre nous? Oui, c'est ça. Bon, il y a peut-être certains qui ont des doubles casquettes, mais aujourd'hui, c'est la casquette tourisme. Oui. Je pense au correspondant du Dauphiné libéré qui pourrait être avec nous. Non, je dis ça, pourquoi? Faites attention, faisons attention. Quand on est interviewé, soyez toujours attentif à partir du moment où vous prenez la parole jusqu'au moment où vous ne prenez plus la parole. Et il n'y a pas, dans des interviews avec des journalistes, de période amicale, dilettantiste, avant l'interview, après l'interview. Parce qu'un journaliste fait son travail. Lui, malheureusement, il veut aussi du sensationnel. Et c'est vrai on peut lâcher des petites phrases avant l'interview ou après l'interview. Il n'a pas forcément coupé la caméra, il n'a pas forcément coupé le micro. Ça nous est tous arrivé. Moi, le premier, à dire des choses qu'on voulait dire plutôt de façon amicale. Ça fait du bien, parce que c'est vrai que c'est stressant. Et puis, c'est surtout pas ce qu'on voulait dire de façon professionnelle. C'est plutôt personnel. Et c'est souvent, malheureusement, ça qui peut ressortir. Moi, ça m'est arrivé sur un accident dramatique de ski hors-piste aux Arcs, où il y a eu 3 morts. J'étais sur place et j'étais le dernier à voir les personnes. C'était en hors-piste sur l'Aiguille Rouge. Voilà, on m'a interrogé sur l'aspect professionnel et j'ai aussi exprimé mon ressenti. Bon, c'est pas ce que je voulais dire à la presse, et évidemment, c'est ce qu'ils ont ressorti. Et vous savez que dans ces conditions, dans ces cas-là, quand il y a des morts, quand il y a des victimes, il y a des amis, quand ça touche des gens, c'est toujours très douloureux. Voilà, soyons très prudents. On se doit aussi d'être sur la forme, on l'a dit, volontariste, hein, engagé. Et quand des médias vous demandent la parole, prenez-la. C'est évident, et vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais des fois, sur des sujets compliqués, on peut avoir tendance à dire non, non, je ne prends pas la parole. Si on ne prend pas la parole, de toute façon, le média fera le sujet, puisque ça a été demandé par la rédaction. Donc, au lieu de vous interviewer, vous qui êtes un officiel, ou que vous qui allez orienter vers les porte-paroles officiels, il va de toute façon interroger le bon commerçant, et le bon commerçant, c'est souvent celui qui parle le plus fort, le plus vite, et qui n'a pas forcément tous les éléments, malheureusement, et ça peut aller à l'encontre de la communication station. Donc nous, notre rôle à nous tous, c'est d'aider les journalistes à travailler dans de bonnes conditions. C'est pas de se mettre en avant, c'est pas de profiter d'un événement pour faire de la communication, c'est comment je peux aider un journaliste à bien faire son travail. Si un journaliste fait bien son travail grâce à vous, ne vous inquiétez pas que vous êtes référencé dans sa liste des bonnes personnes. Et ils travaillent tous comme ça. Donc, soyez des facilitateurs, même dans les situations les plus compliquées. Un journaliste, il n'est pas là pour faire du mal, il est là pour relayer des informations, et il n'a pas toujours les bonnes informations. Moi, j'ai un autre exemple, et j'aime bien donner des témoignages parce que ça rappelle du vrai. Une avalanche aux Arcs, mortelle, une autre, malheureusement. C'était TF1 qui monte dans la station sans nous prévenir et qui commence à préparer son JT de 13 heures en disant que le ski hors-piste est interdit compte tenu des accidents qu'il y a eu. En furetant dans la station avec le maire adjoint de l'époque, je vois une caméra que je n'avais pas alerté de cette présence. Il faut y aller direct, il faut aller dessus. C'est-à-dire que vous êtes, vous, les garants de la communication de vos stations. Si vous avez une caméra, faut être à l'affût. Faut toujours les accueillir, même si ils veulent pas de vous, même s'ils n'ont pas besoin de vous. Et ce jour-là, on a réussi à leur faire changer
la ligne rédactionnelle qui était prévue, ils avaient prévu d'annoncer que le ski hors piste était interdit. On a pu leur faire expliquer que le risque zéro n'existait pas, ce qui n'est pas pareil. Mais l'enjeu est de taille, alors que c'était pas prévu, c'est vraiment de l'opportunité, c'est du dernier moment. Donc, avec vos équipes, vraiment demandez à tout le monde d'être vos yeux, vos oreilles. Dès qu'il y a une caméra, c'est notre rôle d'aller voir. Dès qu'il y a un journaliste, notre rôle. S'il ne veut pas nous parler, au moins, on lui souhaite la bienvenue, on lui donne notre contact. Et le temps de dire bonjour, vous avez le temps de glisser les bons mots qui vont le faire réfléchir. Voilà. Moi, ça a toujours été ma technique. Ok, pas de souci, vous ne voulez pas de nous, mais n'oubliez pas que, et souvent j'ai 10 sujets dans la poche, je vous garantis que 8 fois sur 10, la personne me rappelle derrière, elle me dit, au fait, c'était pas mon sujet, mais dans ce que vous m'avez dit, finalement, ça m'intéresse. Voilà. Donc, soyez toujours force de proposition, quel que soit le sujet. Et un journaliste qui vient pour une mauvaise nouvelle, on aura besoin de lui aussi pour une bonne nouvelle. Donc, on peut pas être absent quand c'est difficile et quand ils ont besoin de nous, et présent quand nous, on a besoin d'eux. Donc, la relation entre vous et eux, c'est une relation de confiance que nous devons installer. Si cette relation de confiance est là, ça y est, c'est acquis. C'est acquis non seulement à vous pour votre station, mais c'est acquis pour votre carrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous travaillez dans ces offices du tourisme-là, demain, ça sera dans d'autres, mais le journaliste, il va vous suivre, vous. Donc, c'est aussi important par rapport à ce lien avec les médias que vous avez aujourd'hui. Bien sûr qu'il continuera à s'adresser aux autres porte-parole de la station où vous étiez, mais c'est aussi garder ce portefeuille confiance avec vous. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vais surtout pas faire un monologue. Hein. Non. Marion qui nous rassure qu'il n'y a pas que des avalanches aux arcs, je confirme. Voilà, c'est vrai qu'il y a des situations de crise, c'est souvent malheureusement, ça peut être des décès. On a vécu l'effondrement du funiculaire. Moi, j'ai vécu quand j'étais à Saint-Malo des tempêtes qui a empêché les bateaux d'aller en Irlande ou dans les îles anglo-normandes et qui avait 500 à 1000 clients dans un port qu'il fallait loger du jour au lendemain. On a vécu des années sans neige. On a vécu, vous rassurer, je ne sais pas si c'est rassurant, mais on a vécu, moi j'étais en 89, les années sans neige. J'étais directeur des remontées mécaniques au Sept-Lô. Les premières neiges sont arrivées le premier samedi des vacances de février. Nous avions vécu Noël, jour de l'an, janvier, sans neige. Voilà, je peux vous garantir que c'était compliqué. Voilà, on a pu faire face. Et vous voyez que des crises comme celle qu'on a connue en 89 est née les professionnels associés de la montagne ça vous gagne, qui maintenant est devenue France Montagne. Mais aussi les enneigeurs, hein, Jean-Marc. Hein. Oui, bah vas-y François, développe. Hein. Non, mais tu connais l'histoire mieux que moi, j'étais plus petit à l'époque, mais suite à ça a été 3 années qui ont été compliquées, si je me souviens bien, sur 88, 89, 90, et sorti ensuite c'était pas, enfin, ça a été du structurel, mais la mise en place des enneigeurs sur les domaines français. Et c'est aujourd'hui, on les loue, mais c'est venu en fin de compte d'un gros problème de neige à cette époque-là. On en a fait une conséquence positive. Donc aujourd'hui, effectivement, dans la tourmente où nous sommes, je pense qu'il va falloir trouver des alternatives positives, parce que de toute façon, on est dedans et qu'il faudra sortir par le haut et qu'on a cette responsabilité vis-à-vis de nos clients. Là où c'est plus compliqué aujourd'hui qu'hier, je n'ai pas dit qu'hier c'était simple, mais aujourd'hui c'est encore plus compliqué, c'est avec les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est un média à part entière. Et c'est vrai que autant la communication station, on peut la gérer via les attachés de presse, via les porte-paroles, les directrices, les directeurs d'office tourisme, les élus, les maires. Et c'est vrai qu'on voit à travers les réseaux sociaux une communication parallèle.
Ne la négligez surtout pas. Pour moi, c'est la première puissance aujourd'hui de communication. Ce sont vos community managers. C'est eux qui sont en lien direct avec les clients. C'est la relation directe. Et c'est pas une bulle à part. C'est vraiment une communication à part entière qu'il faut avoir à l'œil au quotidien. Vous le faites évidemment, mais si vous n'êtes pas des experts des réseaux sociaux, c'est pas grave. Vos CM le sont, mais soyez proches d'eux parce que eux ont une puissance très importante qui peuvent vous aider dans la communication. Et il est très important que ce qui se dit dans les réseaux sociaux soit aligné, bien sûr, avec la communication station. Et c'est là aussi qu'à travers les interactions des internautes, des followers et des fans, on sent aussi les choses, on sent les questions. Alors, il y a des stations qui sont ultra développées là-dessus. Voilà, je pense que c'est très important. Mais attention, n'oublions pas d'associer les community managers vraiment à toutes les décisions, à toutes les communications, parce que ça, c'est le live. Voilà. Nous, on prend la parole de temps en temps, mais le flux, il est bien sur les réseaux sociaux et il se doit d'être en cohérence avec vos éléments de langage. Nous, quand on donne, et je crois que je vais bientôt arriver au bout, Dominique, je te laisse me faire signe quand il reste plus que 5 minutes. Dès qu'on a des éléments de langage, nous, au niveau de France Montagne, on sait bien que c'est pas adapté forcément à votre station, à votre métier, mais prenez-le comme un cadre général, une orientation, un cap. Voilà. Et puis après, vous, en bon marin du vent des globes, c'est à vous de prendre les meilleurs vents possibles sur votre zone. Mais en tout cas, nous, on donne une orientation. Et si globalement, on tient ce cap-là, on maîtrise une communication globale. Et c'est ça le plus important. Donc, inspirez-vous de ces éléments-là, faites-en vôtre en les adaptant à votre territoire, à votre spécificité. Vous pouvez être une station frontalière, vous pouvez être une station d'altitude, une station village, une station ville. Enfin voilà, il y a vraiment des cas particuliers. C'est à vous de les adapter et ensuite de les partager. Je pense que plus on partage ce genre d'informations, mieux c'est. Certaines stations le diffusent jusqu'à tous les commerçants, pourquoi pas. Ça évite aussi quand un journaliste, s'il vous a malgré tout échappé, s'il veut interroger le skiman ou le boulanger de la station, peut-être qu'il aura eu aussi les informations. Voilà, mais en tout cas, prenez ces informations toujours comme un cadre général. N'hésitez pas à revenir vers nous parce qu'on a aussi besoin de votre feedback. Et merci à l'hôtesse 73 de faire ce type de rendez-vous parce que c'est aussi par vos retours qu'on retrace le cap. C'est-à-dire qu'on donne des orientations, mais après, c'est bien vous qui êtes sur le terrain et c'est vous qui devez nous dire effectivement si on est dans le bon axe ou pas. Et on est ultra agile, ultra mobile pour toujours nous recadrer et aller dans le bon sens. Merci Jean-Marc pour ces informations. Alors vraiment, vraiment à chaud. On était là vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que certains ont des questions pour Jean-Marc ou éventuellement François? Non, tout est clair. Ouais, je voudrais simplement rebondir sur ce que Jean-Marc a dit tout à l'heure par rapport à l'importance d'être facilitateur du travail des journalistes. Je crois que c'est vraiment hyper important et je suppose que vous êtes confrontés à cette question-là tous en ce moment. Et j'insisterai sur le fait que on peut aussi ne pas forcément être d'accord avec ce que demande le journaliste en termes, par exemple, de prise de vue. Comme disait Jean-Marc, le journaliste, ça l'ennuie pas forcément de vous filmer dans un contexte triste devant un local poubelle, mais vous pouvez aussi lui dire, moi, ok, je réponds à vos questions sans aucun problème, mais je souhaite m'installer là, sur un fond de montagne avec un beau paysage, parce que ce sera quand même
plus valorisant pour tous ceux qui vous verront. Et ça, je pense qu'il faut aussi, tout en gagnant la confiance, il faut aussi savoir imposer un certain nombre de choses dans ces cas-là. Et oui, je crois qu'il ne faut pas hésiter à choisir son lieu d'interview. Absolument. Ça, c'est quand même une sacrée fenêtre de tir en termes de communication. Ne portez pas de lunettes de soleil, même si il fait beau, parce que en plus aujourd'hui avec le masque, si en plus on met les lunettes, c'est même plus la peine de faire une interview. Hein. Laissez votre carte de visite. Les yeux parlent. Les yeux parlent. Et je crois que communiquer avec votre regard, si c'est sécure, enlevez le masque. Et puis voilà, je crois qu'après, soyez aussi, Régine, on peut dire ça aussi, soyez vous-même. Je pense que les médias n'aiment pas les discours formatés. Ils n'aiment pas entendre un communiqué de presse. Ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est de l'humain, c'est des gens. Et vous en êtes, vous avez été choisis parce que vous êtes les bons ambassadeurs, vous êtes les porte-parole de ça. Donc parlez à votre cœur, parlez avec votre cœur, pardon. N'ayez pas peur de vos émotions parce que elles vont toucher les Français, elles vont toucher les gens qui vous regardent. Et voilà, et tant mieux, et tant mieux. Alors oui, c'est un peu plus engageant. Oui, il faut un peu enlever sa carapace, mais je pense qu'on sera d'autant plus crédible que si on parle avec déjà sincérité et avec foi et avec cœur. Je crois que voilà ce qu'on peut dire. Et puis après, bien sûr, dans des situations de crise, simplifier et maîtriser la communication. Choisissez un interlocuteur unique dans votre station. Ça peut être votre maire, ça peut être votre meilleur ambassadeur, qu'importe. Mais centraliser la communication, c'est important. Ça évite de la dissonance, de la discordance. Et une station, quand elle est identifiée par une personne, c'est mieux. Voilà. C'est une marque. Vos stations sont des marques, c'est des logos, mais ça doit être aussi des visages, des voix. N'hésitez pas à identifier cette station parce que du coup, ça l'humanise. Et dans cette période ultra digitale, on a besoin d'humains. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes tous à la bonne place. C'est vos qualités qui font que vous êtes aujourd'hui à la place où vous êtes. Donc, voilà, soyez fiers et heureux d'être les porte-parole de vos passifs, même si le sujet est délicat. Sachez qu'on est derrière vous, qu'on est avec vous et qu'on ne laissera jamais tomber le soldat montagne. Hein. Voilà, et on va tous ensemble traverser cette période de crise. On va forcément sortir par le haut parce que c'est notre ADN, nous les montagnards. Hein, on ne lâche rien, on avance, on est encordé, c'est rassurant. Voilà, il y a des premiers de cordée, il y a les gens derrière, on se relaye. Voilà, les locomotives, eh ben, il faut aussi les mettre devant, il faut les écouter, et puis il faut raccrocher les wagons, et puis après on peut alterner. Enfin voilà, moi c'est vraiment des messages d'encouragement. J'aimerais bien avoir juste un retour de votre part, parce que je ne sais pas si j'ai parlé pour rien à mon ordinateur et que ça n'a rien donné de votre côté, ou si quelque part il y a des messages qui vous paraissent pertinents. Merci, s'il vous plaît. Oui, Jean-Marc, j'aimerais revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure et sur le fond de cette crise et des éléments de langage. Tu as parlé en fait du fait qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de stations fermées. Est-ce que ce n'est pas ça le piège, compte tenu qu'effectivement, les stations sont finalement un ensemble de services de commerce dont on nous a annoncé que certains seraient ouverts. Donc, et est-ce que le piège, justement, n'est pas de se laisser enfermer dans les éléments de langage sur la notion de station fermée? C'est pas possible. Est-ce que, effectivement, sauf à ce qu'on reconfine les communes support de stations de montagne, ce qui semble effectivement impossible et aberrant, effectivement, est-ce qu'on ne doit pas justement communiquer sur le fait que les stations sont ouvertes, mais que par contre, certains services ne seront peut-être pas en mesure d'être ouverts? Bien que, c'est essentiel, encore Eric. Une fois,
être surprenant puisque les remontées mécaniques sont des transports publics et dépendent du ministère du Transport. Et donc, au même titre que les trains, les bus, les cars qui circulent dans les agglomérations, on peut s'interroger sur la légitimité de les fermer. Mais ça, c'est un autre sujet. Et tu as raison, Eric. Ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Juste pour te répondre avant Olivier. Dans les interviews, la question va toujours commencer. Alors, votre station est fermée? Non. Non. Si on veut fermer une station, on ferme la route. Hein. Et il y a des gens qui habitent en station. Donc, il n'y a pas de station fermée. Voilà. Il peut y avoir des services fermés, on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être sans remontée mécanique. Ça peut être sans bar, sans restaurant. Nos stations resteront toujours ouvertes. J'ai juste une réflexion que je vous partage, et ça m'intéresse d'avoir ton avis, Jean-Marc, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, des stations ont déjà décidé de communiquer sur l'ouverture, avec l'accès au domaine ski de fond, avec l'accès au domaine sentier piéton raquette. Voilà, j'entends, je respecte, je trouve ça juste un tout petit peu prématuré, dans le sens où aujourd'hui, on ne sait pas, effectivement, comme tu l'as dit, comment on pourra assurer les services de sécurité sur ces pistes et sur ces sentiers, et je trouve que ça peut être contre-productif. Voilà, donc je trouve que depuis le début, en tout cas, et tu en es en tout cas le garde-fou, Jean-Marc, la montagne parle d'une seule et même voix, et je trouve que c'est ce qui est audible aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il ne faut pas partir dans tous les sens et attendre effectivement les décisions des prochaines journées pour pas commencer à communiquer, parce que si demain on ne peut pas accéder au sentier, parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité, si on ne peut pas assurer la sécurité sur les domaines nordiques, voilà, les clients vont juste avoir le sentiment de s'être fait flouer. Et voilà, c'est juste mon sentiment et ma réflexion que je vous partage. Merci Olivier de ce témoignage. Alors, il est urgent d'attendre qu'on nous précise effectivement le champ des possibles. Une fois que cette précision sera faite, nous, France Montagne, nous allons vous interroger pour savoir qu'est-ce que les stations vont vouloir proposer. Ce qui fait qu'on aura un retour général en disant « Ok, dans les massifs, dans la montagne française, voilà. Alors, et ça sera des décisions qui vous seront propres, et en toute connaissance de cause. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de dire ce que je peux faire. Et après, ça sera à nous de dire, bah, écoutez, oui, je dis n'importe quoi, hein, les stations village sont ouvertes, bien sûr, parce que c'est facile. Les stations d'altitude, peut-être pas, ou avec des services limités. Voilà. Mais ça, c'est vous qui allez nous le dire. Et une fois qu'on aura ce feedback, on pourra effectivement nous communiquer. Ça va être très rapide. Je pense qu'il faut vraiment attendre les précisions aujourd'hui de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et en même temps, c'est une course contre la montre parce que nos clients attendent, les propriétaires attendent, les gens sont sur les starting blocks, ils en ont marre, ils ont besoin de venir au grand air, ils ont besoin de venir là-haut. Et nous, on a aussi cette mission quelque part de service public d'accueillir des gens qui ont besoin de prendre l'air, quoi. Après, il y a l'enjeu économique. Est-ce que économiquement c'est rentable ou pas? Ça sera des choix de stations. Est-ce que ça sera, et ça peut dépendre aussi des stratégies des stations. Pour certaines, ça n'aura peut-être aucun intérêt. Pour d'autres, ça sera peut-être très important. Voilà. Tout à fait, parce que j'ai échangé ce matin avec le directeur des remontées mécaniques. Il me disait, OK, mettre à disposition les visiteurs secouristes, mais comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, il n'y a pas de rentrée. Il n'y a pas de rentrée d'argent. Voilà. Si demain on ne vend aucun forfait, ben, qui prend en charge le coût de la masse salariale de l'ensemble des pisteurs secouristes qu'il faudra mettre à disposition pour sécuriser le domaine? Et par contre, ayons une vision à long terme. Attention aux visions à court terme, qui n'est pas de clients, pas de service, pourquoi pas, mais n'oublions pas que c'est plus facile de fidéliser un client que d'aller en chercher de nouveaux. Et ne faisons pas de déception, de déceptif. Alors ensuite, ça sera bien sûr à vous de communiquer de façon très transparente. Et là, il n'y a pas de honte à le faire, hein, en précisant quels sont les services que les gens pourront trouver en station, pour qu'il n'y ait pas en tout cas que la promesse soit tenue, quelle que soit la promesse. Okay. Frédéric Porte voulait intervenir, je crois. Pardon, Eric, excuse-moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Non, je voulais juste vous dire que ce qui avait été dit est vraiment très intéressant
le quotidien, c'est notre quotidien d'aujourd'hui. Ça résume bien nos situations, nos interrogations et le double cerveau avec lequel on doit fonctionner, hein, c'est-à-dire continuer à faire l'utilisation institutionnelle dont Jean-Marc parlait, et puis ne pas oublier que nos clients, nos visiteurs nous voient d'un autre regard, arriver à jongler en permanence avec le regard de la montagne et le regard de l'extérieur des gens à qui on doit continuer à dire de venir, enfin d'avoir envie de montagne, quelles que soient les conditions. Donc voilà, ce que je voulais surtout dire, c'est que cette intervention, autant donc l'initiative, l'intervention de François et de Jean-Marc sont particulièrement intéressantes et au cœur de nos préoccupations actuelles. À nous de jouer. À nous c'est pas facile, hein. Tout ce qui a été dit est plein de bon sens et de savoir et d'expérience. On le sait tous au quotidien, quelle que soit la taille de nos stations, c'est pas évident à mettre en pratique tous les jours, mais c'est bien notre préoccupation et on va tout faire pour que cette situation nous grandissent et qu'on garde la hauteur dont on fait preuve jusqu'à présent jusqu'au bout. Et effectivement, ce qu'il faut pas oublier, ce qui est compliqué, c'est que l'annonce d'avant-hier a été peut-être la plus compliquée pour nous à gérer jusqu'à présent. Et en même temps, la situation, quelles que soient les décisions, notre quotidien sera bien de gérer des destinations de séjour, des destinations touristiques montagne auxquelles les Français aspirent. Et on a beaucoup de témoignages dans ce sens, à la fois les socioprofessionnels, certains sont dans le coup de gueule, compréhensible, d'autres sont déjà dans la préparation pour accueillir les clients, quelles que soient les conditions. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'espoir à avoir sur la suite. Frédéric, on a oublié un troisième public. Ça va être nos socioprofessionnels et nos saisonniers qui nous écoutent. Voilà, je t'en prie. Tout à fait. Alors, justement, le triple discours, effectivement, il est le discours de l'unité des acteurs de la montagne pour faire entendre notre voix. Il y a effectivement la promotion de nos destinations, hein, et puis ces questions importantes, je ne sais pas si on en a parlé avec toi, mais on en a parlé, Eric, hier, c'est les questions précises auxquelles on va avoir besoin tout de suite, c'est continuer à disposer des aides pour nos socioprofessionnels, clarifier ces questions de chômage partiel possible pour les saisonniers, 3 petits points, ceux pour qui c'est prévu contractuellement, et aussi comprendre que pour un certain nombre d'acteurs, de socioprofessionnels, ça reste quand même extrêmement compliqué de recruter. Effectivement, il faut avoir beaucoup d'empathie pour nos saisonniers qui sont dans des situations très compliquées. Donc, on est arrivé, tu disais double cerveau, peut-être 3-4 cerveaux. C'est pour ça que, mesdames, vous avez plus d'avenir que nous. Vous faites tous. Mesdames, je vous crois avez qu'il est important. Et en tout cas, puisqu'on s'adresse à quelques acteurs parmi les plus impliqués, tout le monde est impliqué, mais ce que disait Olivier est vrai. Attention à la récupération, aux effets d'annonce. À la fin, c'est bon, ça dessert ceux qui éventuellement font ces erreurs, mais bon, ça ne sert personne en tout cas. Donc, soyons mesurés, effectivement, échangeons ensemble. Merci pour le travail que vous faites, hein, toi, France Montagne, au T73, Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Et puis, il y a quelque chose, il y a aussi un petit peu une action de l'Association nationale des maires de stations de montagne qui a un petit peu décalé aussi, parce que là, c'est plus du lobbying. Il faut qu'on arrive à bien distinguer ces représentations de la montagne, à la fois la représentation entre guillemets politique et puis cette représentation produit, image, marketing. Et l'exercice n'est pas simple, mais on est en train de bien le conduire.
Merci. Merci Frédéric pour ces mots. Dominique, si je peux juste compléter ce que dit Frédéric, c'est important. On l'a dit ce matin en CA de France Montagne, sur ce troisième public, qui sont nos saisonniers et socio-professionnels. Attention, la grogne est là, voire même le désespoir pour certains, qui est réel. Ça veut dire aussi que dans nos communications, dans vos communications, n'hésitez pas à rappeler tout le travail qui a été fait par votre station pour pousser la saison, pour faire que cette saison existe et qu'elle soit la meilleure possible. Parce que eux, qui arrivent maintenant hein, de la France entière, de toute l'Europe, qui viennent pour travailler dans nos stations, n'ont eu aucune information du travail qu'on a fait en amont. Du travail de lobbying, du travail de conditions sanitaires, de tout ce travail-là. Donc, rappelez-le systématiquement. Parce que ces gens-là, ils doivent aussi se sentir soutenus et voir que tout le travail que vous avez fait pour en arriver aujourd'hui, à la situation où nous sommes, c'est-à-dire qu'on puisse accueillir nos clients dès qu'on peut, dans les meilleures conditions possibles. Mais je crois que c'est vraiment à pas oublier parce que on entend des moniteurs de ski qui ont envie d'aller manifester à Grenoble, on entend des manifestations, des mouvements qui voudraient avoir lieu. Attention, parce que là, à nouveau, on risque de mélanger la communication grand public et puis du lobbying. Et les médias, bien sûr, vont se nourrir de ça, c'est le but. Donc, intégrer aussi tous les acteurs de la montagne dans vos communications pour les rassurer, ça me paraît important de les avoir avec nous et surtout pas contre nous. Et je pense qu'on peut vraiment leur faire confiance. Merci Jean-Marc. Effectivement, c'est un point important, même si l'heure est un peu dépassée. Je crois que là, on est quand même sur des points essentiels et c'était important de les partager aujourd'hui. Donc, si on n'a plus de questions, j'espère que ce matin, on vous aura apporté quand même quelques éléments qui vont vous servir vraiment au quotidien dans les prochains jours. On entend bien que vous êtes dans le dur dans vos destinations, mais le message de Jean-Marc, je crois, nous fait du bien aussi avec son optimisme, son positivisme et on a confiance dans les territoires, dans leur capacité de rebondir. Et je pense que collectivement, on saura encore s'en sortir cette fois, comme tu l'as dit, Jean-Marc. Merci aussi à François, donc Agence Alps, qui nous a apporté son expertise. Alors bon, vous êtes bien sûr souvent rodé à ces exercices, mais dans les situations dans lesquelles on est actuellement, je crois que c'était bien de les rappeler. On va vous transmettre le support qui vous permettra aussi d'avoir une base que vous pourrez relire de temps en temps. Et on espère forcément que les nouvelles seront bonnes dans les prochains jours et qu'on saura tous s'en sortir de cette situation forcément fort complexe. Eh bien, bonne journée à tous et au prochain rendez-vous. Comme dit Olivier Redley, ne lâchez rien.